Ezra venait d'être pris comme étant l'un des derniers finalistes à un concours d'écrivains. Comme étant l'un des derniers finalistes à un concours d'écrivains, celui qui aurait pour but de lancer son premier best-seller, celui qui aurait pour but d'avoir une histoire passionnante et intéressante, intrigante, vendant de l'action et de l'intrigue, cette histoire qu'il avait écrite sur Allison, sur l'histoire de Penwood, de Rosewood, de certaines villes, de Ravenwood. Ravenwood, Penwood, Rosewood, toutes ces villes sur lesquelles il avait écrit un long livre qu'il croyait bientôt être un best-seller. Ce livre qu'il croyait bientôt être un best-seller, il en avait passé la nuit dessus. Il en avait passé la nuit dessus sur ce livre qu'il croyait pouvoir être un best-seller. Racontant l'histoire de Penwood, de Ravenwood, ainsi que de Rosewood, ces trois villes dans lesquelles parcoururent une jeune fille qui s'appelait Allison. Une jeune fille qui s'appelait Allison, dans laquelle cette jeune fille avait pour but de trouver un endroit où vivre, un lieu dans lequel elle serait bien, dans lequel elle aurait laissé son passé derrière elle. Seulement, le lendemain matin, après avoir écrit cette histoire, lettre après lettre, mot après mot, paragraphe après paragraphe, phrase après phrase, après avoir mis la ponctuation et avoir soigneusement regardé chaque ligne, mettant les phrases dans l'ordre, les textes dans l'ordre, les paragraphes au bon endroit, les chapitres au bon endroit, donnant un nom à chaque chapitre, laissant ces textes sur le côté, les classant dans le bon ordre, les mettant ainsi dans une farde, se retrouvant plus tard à une convention pour jeune écrivain prometteur, il se retrouva alors à cette convention, montra son texte, c'est attentivement qu'avec beaucoup d'attention, la personne chargée de lire les livres, la critique littéraire se mit à lire son roman. Passionnément, intentionnellement, il entendirent les critiques. Pas mal, suffisant, intéressant. Ils fermèrent le livre, la critique refermèrent le livre, lui rendit son manuscrit. Ezra le prit donc, et c'est alors qu'il le prit en main. Ils repartirent avec un seul commentaire, intrigant, passionnant, beaucoup de choses à raconter, ça promet, mais je ne promets rien, jamais rien. Ezra repartit avec son manuscrit en main, avec ses lettres, ses mots, ses phrases, ses paragraphes et ses chapitres. Ils repartirent, ils s'asseyirent sur une chaise, ils attendirent un moment, jusqu'à ce qu'une voix lui dise « Ezra Fitz s'est demandé dans le bureau ». On lui dirent alors plus tard « Votre manuscrit est centré sur une jeune fille, c'est bien cela ?» Ezra répondit « Oui, Allison ». Pendant quelques heures dans le bureau, on lui posèrent des questions. « Et cette Allison, elle existe ?» Ezra répondit « Cette histoire, je la dois à quelqu'un, et du moins jusqu'à ce que je sache, d'après cette personne, elle existe. En tout cas, elle a existé. » La critique littéraire réouvrit le roman, à un certain paragraphe, un certain chapitre, prit une phrase au hasard et la lut. Elles traversèrent la ville, regardèrent à gauche et à droite, illuminées par le soleil, elles s'enfoncèrent dans l'obscurité au fond. C'est passionnant comment vous décrivez ce livre, cette femme, qui est confrontée à l'obscurité, à la clarté, entre deux émotions. C'est passionnant comment vous le faites. Mais je ne promets rien. Mais donc vous disiez que cette femme est probablement réelle, qu'elle a existé. Ce qui veut dire que vous écrivez sur une morte. Ezra répondit, lorsqu'on lui rendit son manuscrit, il répondit « Je ne sais pas réellement sur qui j'écris. J'ai toujours vu Allison comme étant la meilleure amie de ma compagne. Mais je ne sais pas réellement qui elle est, si elle existait, comment elle était. J'écris. Penwood, Ravenwood et Rosewood sont trois villes que j'ai connues.
J'écris dessus et rien de plus. J'ai passé 3 nuits, 3 jours à écrire ce livre. La critique reprit le livre, le manuscrit, une page, réouvrit au hasard, et dit: Je trouve que la passion que vous avez mise dans ce livre, l'intrigue, et cette confrontation entre deux émotions par rapport à Allison, ces 3 villes dans lesquelles ça se passe, on y trouve quand même un centre d'intérêt. On vous rappellera. On va lire le livre jusqu'au bout. On vous promet de vous rappeler. Rentrez chez vous. Ils rentrèrent chez lui, prit alors sa voiture, rejoignirent alors Aria, qui l'attendèrent à une table, éclairée par un luminaire, à un café, le café dans lequel travaillait Émilie, qui eux-mêmes leur apportèrent alors un second café. Ils partagèrent, se suscitant des cafés, et parlèrent du livre, du roman, du manuscrit, des phrases, et de ce qu'il a bien pu écrire sur Allison. Ezra lui répondit alors: T'en penses quoi sincèrement de cette Allison par rapport à celle que t'as connue? Aria répondit, en prenant un chapitre au hasard: Elle m'a l'air passionnante. C'est pas Allison, mais je la connais bien, mais ça a l'air passionnant. Et ces dessins que tu fais à la fin de chaque phrase, on peut y voir ses yeux. Tu l'as bien représenté, j'aime bien. C'est pas pour autant Allison, mais c'est ton roman, c'est toi qui écris, c'est toi qui choisis. Alors, oui. Mais j'ai comme une question à te poser. Pourquoi t'écris sur Ravenwood et sur Penwoods? Ezra répondit alors en récupérant son manuscrit et en le mettant sur le côté, ainsi que son café par-dessus. Ils rangèrent alors son manuscrit, prirent son café, remirent son manuscrit dans une farde qu'ils mettèrent alors dans sa sacoche, et lui dit: Le but c'était de mettre de l'intrigue. Je me suis dit Ravenwood, une ville morte, Penwoods, une ville secondaire, et Rosewood, une ville natale dans laquelle j'ai grandi. Je me suis dit que pour mettre de l'intrigue, ainsi que de l'émotion, déjà je me suis dit que Allison pouvait être un personnage assez intriguant et perturbant, mais de temps en temps, il faudrait que je m'éloigne d'Allison pour pouvoir aller voir dans d'autres horizons. Je me suis dit que Penwoods, Ravenwood et Rosewood, je me suis dit que c'était des horizons particuliers dans lesquels je pourrais écrire quelque chose de particulier, d'intriguant, de chouette, qui pourrait plaire au public. Ezra, je dois dire que ta manière de penser est géniale. Mais pourquoi écrire sur une morte et sur une ville morte? Tu trouves pas que ça rend un peu... T'écris une histoire superbe, bien, elle est géniale. Mais ça affaiblit un peu ton histoire. Ça affaiblit un peu ton histoire d'écrire sur une ville morte et sur une morte. Tu fais semblant qu'elle soit vivante dans son livre, hein, ce qui est bien dans son livre, parce que t'écris sur Allison, mais tu fais semblant qu'elle soit vivante, c'est bien, t'écris super bien, mais je remets en doute le fait que tu écrives sur une ville morte et sur Allison, qui est pour le moins déjà morte. Déjà, tu l'as dit à la critique, que cette fille était morte. Je leur ai dit que je n'en savais rien et que la seule personne que je connaissais n'en savait rien elle-même. Tout ce que je leur ai dit, c'est que je leur ai expliqué un peu pourquoi j'écrivais sur ça, sur ces villes, sur cette personne, entre deux émotions et deux endroits qui sont bel et bien différents. Ils ont trouvé que c'était bien et que ça avait du tempérament. J'attends toujours leur message, mais je sais pas encore comment terminer. On verra bien. Ils repartirent alors plus tard chez eux, le soir. Ezra se remit à son bureau face à la fenêtre dans laquelle on pouvait apercevoir l'obscurité. Il se remit face à la fenêtre, à travers laquelle on pouvait voir l'obscurité. Ils écoutèrent alors et réfléchirent
les deux doigts sur la bouche, les yeux rivés sur l'écran, parfois sur le clavier. Ils regardèrent les lettres. Avec les lettres, ils composèrent des mots. Avec les mots, ils composèrent des phrases. Avec la ponctuation, ils composèrent des intonations. Avec les intonations, ils composèrent une histoire, des paragraphes et des chapitres, qu'il mit ensuite sur notes, qu'il mit ensuite sur feuilles, et après les avoir mis sur feuilles, ils partirent à l'imprimerie, revenèrent alors plus tard le soir, avec un tas de feuilles en main, qu'ils mirent par paragraphe, par chapitre, par étape, et alors ils mentionnèrent ces trois mots. Je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. C'est la dernière étape avant que je puisse leur montrer réellement ce que j'ai envie de montrer et d'exploiter. C'est alors que Aria s'approcha de lui et lui dit « Je peux lire ?» Elles s'asseyèrent sur le lit, prit le roman, le manuscrit, et chapitre après chapitre, des heures après des heures, elle lut le chapitre sur Rosewood, le chapitre sur Penwood, le commencement sur Allison, le double du jeu d'ombre qu'il y avait entre la clarté et l'obscurité. Elles trouvèrent ça magnifique, elles refermèrent le roman. Elles en pleurèrent après avoir vu sa copine vivante à travers un roman que elle-même, son propre amoureux, avait écrit. Son amant, l'homme à qui elle était fidèle, venait d'écrire un roman sur sa copine qui venait de disparaître. Elles enfermèrent le manuscrit en pleurant, tout en lui disant et en le regardant dans les yeux que c'était magnifique ce qu'il avait écrit, que ça n'avait sans doute pas, et que ça n'avait même pas de pareil par rapport à ce qu'il avait décrit en tant que brouillon. Par rapport à ce qu'il n'avait écrit en tant que brouillon, cela n'avait nullement de pareil par rapport au début qu'il nous avait fait. Au début, ce qu'il avait fait était une histoire entièrement basée sur Allison. Seulement rajouter de l'intrigue, de la passion, des émotions, du noir, du blanc, de la clarté et de l'obscurité, rajouter un plus à son roman. Ils en rendirent alors heureux les résultats à la critique littéraire, qui lui envoyèrent ensuite ce même message. Nous avons lu votre roman. Nous le trouvons d'une telle intensité. Seulement, nous sommes dans le devoir de vous annoncer que nous allons devoir être francs avec vous. Il ouvrit alors sa boîte mail, ouvrit le mail, lut ce qui avait été écrit. Votre livre part trop dans un état mortuaire, un état sombre et un état obscur. Cela abandonne l'histoire de la jeune fille Allison que nous trouvons passionnante. Seulement les émotions se rendent de plus en plus fortes, ce qui atténue un peu la clarté de votre livre. Nous sommes en échec de devoir vous dire que votre livre est grotesque, pitoyable, et n'a aucune répartie par rapport à ce que vous voulez offrir et montrer au public. Ce que vous nous avez expliqué est un ramassis de conventions. Nous pouvons nous exploiter à relire ce livre une nouvelle fois, car si seulement j'en avais l'occasion, j'aurais pris votre histoire avec la jeune fille Allison, non pas celle sur les trois villes. Vous vous êtes trop basé et vous vous êtes trop mis à cheval sur cette ville qui est Rosewood, votre ville natale. Comme vous l'avez précisé à la fin de votre livre, votre ville natale est Rosewood. Vous vous êtes mis trop à cheval sur le fait de vouloir raconter votre vie, ce qui a fait en sorte que vous en oubliez le personnage principal, Allison. J'en suis désolé et navré de vous dire que nous rejetons votre livre. Nous rejetons votre livre dès l'heure demain. Nous vous renverrons votre manuscrit. Nous vous renverrons votre manuscrit dès l'heure demain. À l'aube, vous recevrez votre manuscrit avec une lettre d'excuse. Nous sommes encore désolés d'avoir rejeté votre manuscrit. Cela était tellement bien écrit au départ, mais l'histoire de ces trois villes rajoute un état mortuaire au livre, ce qui atténue votre histoire. J'en suis navré. Ils refermèrent alors le PC. Ils regardèrent Aria, qui, elle, se mit alors à côté de lui. Sur ses genoux, lui offrant un café, elle lui dit « Je suis vraiment désolé. Je peux faire quelque chose pour toi ?» Ils refermèrent son PC avec violence.
qu'il avait réouvert pour re-regarder les mots qu'on lui avait envoyés. Ils le refermèrent avec violence. Aria partit, effrayée, et il lui dit « Va-t'en, va voir Anna, laisse-moi tranquille. » Ils éteignirent alors toute la lumière, fermèrent son PC, ils se retrouvèrent dans un noir obscur. Aria, qui était descendue par les escaliers, sortirent alors de l'appartement à travers lesquels, à la fenêtre dehors, on pouvait voir que toutes les lampes avaient été fermées. On ne voyait plus la lampe du bureau qui éclairait le soir, ainsi que son PC qui était ouvert, à laquelle on pouvait apercevoir à la fenêtre le début d'un aspect de son visage. On pouvait apercevoir un aspect de son visage grâce à la lueur du PC qui était ouvert. On ne l'apercevait plus parce qu'il avait tout mis dans l'obscurité, fermé son PC avec violence et éteint la lumière de son bureau. On ne voyait plus Ezra, qui était seul dans l'obscurité, triste, sous l'emprise de la rage, de la haine et de la colère, de la vengeance du fait qu'il n'avait aucune empathie envers son livre et son manuscrit. Il y avait mis son âme et son cœur, tout ce qu'il pensait avoir dit, pensant que c'était correct, pensant que c'était juste, que c'était bien, que c'était bel et bien ce qu'il voulait écrire. Ils s'asseyèrent, prit son manuscrit et le relut. Ils le déchirèrent avec entrain, le mit dans le feu, et c'est alors qu'ils le brûlèrent. Ils le brûlèrent au briquet, feuille après feuille, page après page, mot après mot. Ils regardèrent les mots et les phrases broyer, brûler et s'éteindre dans le feu. Ils regardèrent les mots et les phrases. Ils s'asseyèrent par terre, les mains contre les yeux, sur le visage. Les mains sur le visage. Ils regardèrent alors, en relevant la tête. Ils regardèrent son manuscrit dans le feu partir en poussière, feuille après feuille, page après page, texte après texte. Avec une intonation plus que violence, ils brûlèrent chaque page, avec un briquet, qu'il ensuite en déposait les cendres dans un pot, qu'il avait jeté par la fenêtre. Seulement plus tard, le lendemain, Aria était arrivée. Lui demandèrent, alors avec entrain d'abord, elles lui demandèrent « T'es sûr que ça va, tu veux pas aller quelque part pour en parler ?» Mais c'est avec entrain qu'elle fit l'erreur de lui dire qu'elle avait elle-même gagné un concours où elle était devenue elle-même écrivaine. Elle fit l'erreur de lui dire avec entrain qu'elle avait gagné un concours où elle était devenue elle-même écrivaine, au moment où elle lui avait demandé si ça allait. Elle lui dit juste après cela qu'elle avait gagné, qu'elle était devenue écrivaine au moment où lui venait de perdre. Cela le mit dans une colère noire. C'est alors que d'un ton tout sensible, émotionnel, il lui dit « Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. » C'est alors qu'elle prit un café. Elle dit « D'abord, je nous prépare un café. » Elles préparèrent un café, 2 tasses qu'elle apportèrent, qu'elle mit devant eux. Dans une des tasses qui avait été préparée, il y avait un somnifère. Seulement, c'était déjà pour mieux dormir. Mais il n'eût fallu que d'une seconde, où ils mirent alors un film tous les deux. Il ne leur fallut que d'une seconde pour regarder le film. Le premier acte suffit à Aria pour qu'elle s'endorme. Le bras par-dessus l'épaule de Ezra. Elles s'endormirent dans le fauteuil. Ezra en profitèrent alors par vengeance émotionnelle de prendre son bras et de lui injecter un produit qui l'endormirent assez longtemps pour pouvoir la bâillonner. Pour pouvoir lui mettre un bâillon à la bouche, un scotch sur la bouche, lui accrocher les jambes, lui accrocher les bras, et la tirer dans sa voiture, l'enfermer dans son coffre. En PLS, dans son coffre, elle était enfermée. Elles ne se réveillèrent que plus tard dans un chalet abandonné dans la forêt. Seulement, ce n'est que plus tard qu'elles se réveillèrent dans un chalet abandonné, dans lequel Ezra avait traîné Aria, assise sur une chaise, attachée au dossier, attachée à la chaise, attachée au dossier. Au pied de la chaise, autant qu'aux accoudoirs de la chaise, elle y était attachée, elle ne savait pas bouger. Ezra était dans l'ombre, avec de longues lueurs de la lune qui rentraient à l'intérieur.
de longues lueurs de la lune qui rentrèrent à l'intérieur. Ezra était dans l'ombre devant elle. Dans le chalet, dans l'obscurité, Ezra se retournèrent et la regardèrent de loin. On ne pouvait apercevoir que ses yeux brillaient avec la lumière de la lune. La regardant de loin, attachée, bâillonnée à attachée à la chaise, ne pouvant plus bouger, essayant de crier, mais tout bonnement impossible. C'était tout bonnement impossible de crier ou qu'on puisse l'entendre. Attachée avec un bâillon à la bouche, attachée par les mains, attachée par les pieds, aux pieds de la chaise et aux accoudoirs, attachée à la chaise, essayant tout bonnement et éperdument de crier, même si cela était impossible. Ezra se retournèrent. Avec un couteau qui avait servi depuis déjà longtemps, une ancienne arme que lui avait offert son père. Ils se retournèrent et il lui dit, en caressant la lame qui réfléchissait avec la lumière de la lune, il lui dit « Je t'ai déjà raconté comment on étripe un loup. Mon père m'avait dit, quand j'étais jeune, que les loups simples, tu dois d'abord leur tirer dessus. Après que tu leur tires dessus, tu les prends par la nuque. Ce que tu dois faire, c'est d'abord viser la jugulaire. Une fois que tu as ouvert la jugulaire, tu attends que le sang se vide, tu les accroches sur un crochet, tu les décroches et tu les dépeces. C'est comme ça que ça marche avec les loups. Ensuite, il y a aussi les lapins. Alors les lapins, c'est différent. Ça, il faut servir d'une arme. De préférence, comme celle-ci, une arme longue distance. On doit servir d'une arme longue distance. Généralement, les lapins sont toujours là où il y a beaucoup de lumière. Alors, il faut se cacher dans l'obscurité, en dehors de l'endroit visiblement où tu vas voir le lapin. Tu te mets dans l'endroit où il n'y a aucune lumière. Tu lui tires dessus, ou à côté, rien que pour faire peur. Mon père faisait ça. À côté, rien que pour faire peur. Une fois qu'il part, tu tires au loin avec ton arme longue distance. Une fois qu'il est arrêté, tu vas le chercher. Un lapin, c'est un peu comme toi, Aria. C'est traître, c'est lâche. Ça court, ça s'en va. Ça dit pas merci, ça dit pas au revoir, ça dit rien. C'est lâche et c'est traître. Ça sait même pas qui il est vraiment. Et tu sais quoi? Les lapins, tu sais ce qu'on fait avec eux quand ils sont morts? Tu sais ce qu'on fait? On prend leur tête, on les étripe, on la casse, on leur tord la nuque, on les met sur un crochet, on fait pareil. Avec un couteau, tu vas découper en dessous de la jugulaire pour que le sang se vide. Une fois qu'il n'y a plus de sang, t'attends un peu, 1 heure maximum. Généralement, t'enlèves la peau par-delà les cuisses arrière, t'enlèves la peau, donc tu retournes le lapin, tu le réaccroches. Il peut y avoir parfois une pression sanguine qui fait en sorte qu'il y ait encore du sang qui sorte. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc tu vois, Ariel, c'est un peu comme toi les lapins. Ça saigne, ça chouine, ça pleure, ça râle. C'est jamais content et ça trahit. Et je vais te dire, la trahison, ça brise les cœurs. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, il n'y a pas longtemps, mon père m'a dit que pour son dernier au revoir, hein, t'es la dernière personne que j'avais, hein, dernière personne, dernière. Pour mon dernier au revoir, donc pour la mort de mon père, lui au moins il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau, lui au moins. Il m'a dit que pour son dernier au revoir, il m'offrait son arme de tir. Il m'a offert sa longue distance quand j'étais jeune. Je l'ai toujours. Celle-ci, c'est son arme de tir, c'est son arme de pointe, avec laquelle il tirait. Regarde. La gâchette, le chargeur, le rechargeur, les armes. Ici, t'as le viseur. Et enfin, t'as le canon. Imagine 1 seconde ce que je pourrais faire avec ça, avec une balle. Avec une balle, imagine 1 seconde ce que je pourrais faire. Je t'ai pas les détails, hein, évidemment. Bon. Il y a beaucoup de choses que je pourrais faire. Mais tu sais, t'es pas un lapin, t'es pas un loup, t'es pas un animal sauvage. T'es juste une briseuse de rêve qui sait pas tenir un secret, qui trahit
Et ça, c'est outrageusement, vraiment outrageusement blessant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser là. Moi, je vais partir. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser là, je vais partir. Et je reviendrai seulement quand j'aurai su qu'Anna, ou que tes copines, ou que l'une de tes copines ne te retrouvera plus. Je reviendrai seulement après. Plus tard dans la soirée, chez Anna, lorsque Spencer était arrivé, lui ouvrant la porte, lui disant de monter à l'étage tout de suite. Emily était en train d'attendre sur le lit. Sur le lit, Emily était en train d'attendre, lui disant que la dernière fois qu'on avait vu Aria, c'était à la soirée. Seulement à la soirée au lycée, il y avait beaucoup de personnes et on ne savait pas qui aurait pu l'enlever. On ne savait pas si elle avait pu partir de son plein gré ou si elle était partie tout simplement avec quelqu'un. On ne savait pas qui. Seulement la dernière fois qu'on l'a vue, c'était à cette soirée. Emily lui raconte alors tout ça, et c'est alors que Spencer montèrent. Anna lui dit, Aria a disparu. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas. C'est alors que Anna lui dit, bro, les filles, il faut relativiser. Si ça se trouve, elle est avec Ezra, elle est en lune de miel. Spencer, Emily, ainsi que toutes les autres filles, Spencer, Emily, lancèrent un regard vers Anna. Elle lui dit, sérieux, sérieux, en lune de miel avec Ezra. C'est alors que toutes les quatre récupérèrent leur GSM, regardèrent l'écran éteint. Et c'est alors que Spencer dit à Emily, on va tout de même pas croire tout de suite que c'est ça peut pas être lui. Il nous a lâchés depuis un bout de temps maintenant. On peut pas croire que c'est tout de suite. À cet instant-là, à cet instant précis, entre les murs de cette chambre, assis sur le lit, toutes les trois, elles recevèrent un message. Anna, Spencer, puis Emily recevèrent tout un message, l'une après les autres. Une de moins, signée A. Spencer regardait Anna et lui dit, alors maintenant, c'est qui? Anna souffla un coup et dit, c'est bon, t'as raison, c'est lui, on y va. Plus tard dans la forêt, les trois jeunes filles se séparèrent afin de retrouver Aria, qui était perdue, ne sachant pas comment la retrouver. Elles se séparèrent dans la forêt, marchèrent des kilomètres et des kilomètres, des mètres et des mètres, se séparèrent à travers les hectares de forêt qu'il y avait, à la pleine lune, mais elles rentrèrent chez elles le soir. Peine perdue, on ne la retrouvèrent plus. On ne la retrouvèrent plus, c'était peine perdue. On ne savait pas où elle était, ni même où elle se trouvait, encore moins avec qui, où et quand elle était partie. C'était peine perdue, elles rentrèrent chez elles plus tard le soir, excepté Aria qui ne put pas rentrer chez elle. Le soir, chez elle, chez Aria, sa chambre était vide. Sa mère n'avait nullement l'intention de remarquer qu'Aria avait disparu. Seulement son frère prêta attention à ce détail et dit alors à sa mère, Aria est plus là, t'en étais consciente ou pas? C'est alors que Ella, la mère d'Aria, releva la tête et dit alors, elle est avec ses copines. Mike, qui lui regardait sa mère en train de corriger des copies d'élèves, il dit alors, à minuit, avec ses copines. Ella lui dit, bon d'accord. Qu'est-ce que tu veux de moi, Mike? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux tout simplement peut-être que tu lances un appel de recherche par rapport à ta fille qui a disparu. C'est alors qu'Ella rentrèrent dans la chambre paniquée plus que jamais, cherchèrent à travers la garde-robe des vêtements à travers lesquels elle aurait pu les prendre, des vêtements qu'elle aurait pu prendre, des chaussures ou encore des affaires. Son lit n'était pas défait, au contraire il était fait, impeccablement, comme si elle n'était jamais partie ou jamais venue. Son lit était fait, impeccable, comme si elle n'était jamais partie.
Elles remarquèrent alors qu'il n'y avait aucune affaire qui ait disparu, aucun vêtement, aucune chaussure, aucun accessoire, rien. Son sac d'école n'avait pas disparu. Pas de lettres, pas de traces, pas de mots, pas d'empreintes. Elle n'avait rien laissé derrière elle. Elle avait seulement laissé ses proches et les personnes qu'elle aimait. Seule. Elles repartirent alors et prévinrent la mère d'Émilie. C'est alors que Ella, qui prévenait la mère d'Émilie, qui elle-même prévenait Émilie en rapport à quelque chose, lui disant si elle savait quelque chose. Elle ne savait quelque chose. Elle ne savait aucunement quelque chose qui avait un rapport avec cette affaire. C'est alors que la mère d'Émilie lança un appel. La police se mit à la recherche de Aria, sans succès. Plus tard après, la police se mit à la recherche de Aria, sur les routes estompées par la lueur de la lune, ainsi que par l'obscurité. On entendirent les sirènes de police et les voitures roulèrent à tout va, très vite, dans l'obscurité, afin de la retrouver. Chaque hectare avait été fouillé et avait été retourné sans dessus-dessous par une équipe de policiers, par une équipe de chercheurs, par le père et la mère de Aria qui étaient partis avec, qui s'étaient séparés en deux équipes. Cherchant dans la forêt avec les lampes torches, on entendirent les pas à travers les feuilles mortes. Ils cherchèrent dans les hectares, criant son nom, criant « Aria, Aria, Aria !» Un écho qui résonnait à travers les arbres. Criant son nom, on pouvait entendre un écho. « Aria, Aria, Aria !» Encore et encore on entendait cet écho. Seulement lorsque cet écho en rencontrait un autre, on savait que les deux équipes de chercheurs étaient proches et qu'ils avaient tout bonnement et tout simplement tourné en rond. Ayant tout bonnement et tout simplement tourné en rond, on savait que les équipes étaient proches l'une de l'autre et qu'elles ne retrouvèrent pas Aria d'aussitôt. Plus tard, dans la forêt, on put apercevoir une maison sombre et obscure dans laquelle on pouvait croire que Aria avait été enlevée ou mise ici par quelqu'un, ne sachant pas qui. Spencer était au poste de police, essayant éperdument d'expliquer qu'il y avait un certain A qui les persécutait, qu'il ne savait pas qui il était, si c'était une fille, un garçon, ou s'il habitait encore même Rosewood, s'il habitait Penwood ou Ravenwood, ne sachant même pas qui il était, ou si c'était même une personne de là où il vivait, ou même encore une amie, un proche ou un quelconque ami d'une autre amie qui pouvait se faire passer pour la personne qui les persécutait, ne sachant pas son identité, sans empreinte, sans trace, sans mots, sans lettres. Elle était partie, pendant que Spencer essayait pertinemment d'expliquer à ses parents et au poste de police qu'on les persécutait, et que ce pouvait être bien ce A qui les avait capturés. Seulement, aucune trace, aucun motif, aucun mot, aucune lettre, aucune empreinte, donc rien pour laisser une piste derrière elle, rien pour lancer une affaire, et rien pour la retrouver. Plus tard, dans la forêt, toujours au même endroit, Aria était toujours attachée, endormie à cause d'un sédatif. Elle se réveilla alors à cause du sédatif que lui avait injecté Ezra. Après lui avoir expliqué comment tuer une bête sauvage, il lui expliqua alors, tu sais ce que ça fait la trahison? Ça brise les cœurs. Ça rend une âme pure, qui était pleine de clarté, d'espoir, de rêve et d'ambition. Ça la rend noire, obscure, pleine de jalousie. Ça la rend pleine de jalousie, pleine d'amertume. Ça la rend acide, ça la rend noire, ça la rend obscure. Ça fait en sorte que cette personne qui renferme cette âme finit alors tout de même par envier les autres. Eh ben tu vois, c'est ça la trahison. C'est rendre quelqu'un de pur, de gentil, méchant. C'est vraiment ça. Et Aria, je ne tolère pas ce comportement avec moi. Alors maintenant tu vas largement m'écouter. Parce que si dans une seconde tu m'as pas dit pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, si dans une seconde tu m'as pas dit pourquoi tu m'aurais pas prêté main forte à m'aider à écrire mon manuscrit, ce couteau que tu vois là te laissera une sale marque sur l'omoplate. Et j'en doute fort que t'en aies envie.
car avant que tes copines arrivent, tu peux le croire, j'aurais fait plus que ce que tu me le penses. La police était lancée à sa recherche depuis très longtemps. Seulement personne ne la retrouvait à temps. Personne ne la retrouvait à temps. Lorsqu'on entrait dans le chalet qu'ils avaient remarqué, chalet dans lequel était Arya, avec Ezra, chalet dans lequel il était, on remarquèrent alors qu'elle n'était plus là, qu'elle avait disparu, mais qu'elle était sûrement à un autre endroit, encore en vie. Il restèrent une robe de nuit, blanche, et un soutien-gorge, couvert de sang. Une robe de nuit déchirée, un soutien-gorge couvert de sang. Des lances, des armes, des lames, et surtout des sangles accrochées à une table de gynécologue, une chaise, plus précisément, de gynécologue, qui avait été abandonnée, mais reconstruite afin de pouvoir être utilisable, sur lesquelles il y avait des lances, des lames, des outils de torture, ainsi qu'une chaise sur laquelle il y avait plusieurs sangles pour maintenir sa victime en place. Se disant que Arya avait été victime de cette chaise, victime de ces armes, ils emportèrent alors une à une la lance, le couteau, l'arme. Ils emportèrent le couteau, ainsi que le fusil qu'ils avaient trouvé par terre. Ils emportèrent le fusil, ce fusil de tir à longue distance, ce fusil de longue distance, ils l'emportèrent. Une carabine, des animaux étripés, des crochets au plafond, de la pourriture sur le bois, l'eau qu'on pouvait entendre ruisseler de dehors. Ils emportèrent tout, mais ils repartirent avec rien. Aucune piste d'Arya. Ils emportèrent tout, tout ce qui pouvait être matériel. Mais ils ne repartirent pas avec Arya. Sans trace, sans nul doute, elle devait être perdue quelque part. Ils ne la retrouvèrent pas. Pas avant que le lendemain, on puisse comprendre qu'Arya n'était pas perdue. Elle avait été retrouvée plus tard dans un appartement localisé, géolocalisé, par rapport à Caleb, qui était venu au secours après avoir répondu à un appel d'Anna, qui leur était venu à leur secours. Spencer, Anna, Emily, toutes les trois avaient demandé à Caleb, qui maintenant étaient tous les quatre, face à un PC. Il avait trouvé une géolocalisation. Ayant trouvé une géolocalisation dans les bois de Ravenwood, par rapport au GSM d'Arya qu'elle avait toujours sur elle, un détail qui avait été négligé par Arya et par Ezra. Elle avait son GSM sur elle, détail qui avait été négligé par Arya. Son GSM était pour le moins éteint, détail négligé par Arya. Son GSM était toujours dans la poche d'Arya, détail négligé par Ezra. Ce qui fut alors surprenant, c'est qu'elle fut retrouvée à Ravenwood après avoir été kidnappée à Penwood. Ce qui fut sa disparition à Rosewood, elle fut retrouvée beaucoup plus loin, dans un endroit mort, une ville morte. Sous un tas de gravats, on retrouva son corps, elle était encore en vie, mais son cœur battait beaucoup trop vite. On appela alors de suite les secours qui sont arrivés. Arya était alors sous le choc. On lui mit une couverture chaude par-dessus les épaules, afin de monter sa température et de lui faire descendre le choc qu'elle avait vécu. On fit descendre sa température, et c'est alors qu'elle oublièrent petit à petit. Sur le chemin de l'ambulance, elle oublièrent tout ce qu'elle avait subi. Avec la couverture chauffante sur les épaules, sa tension revint à la normale. Sa tension revint à la normale, mais seulement, sur le chemin de l'ambulance, elle reçut un message. De retour à la maison. Elle ne savait pas si ce message s'adressait à de retour à la maison, comme tout était fini, ou de retour à la maison, comme ça ne fait que commencer. Elle ne savait nullement savoir, ou nullement réfléchir à un quelconque moyen d'interpréter ce message. Son frère, lui, était inquiet dans sa chambre et s'inquiétait pour sa sœur. Son frère s'inquiétait pour sa sœur, pour lui, pour les autres, pour ses proches, ainsi que pour les copines de sa sœur.
S'inquiétant pour lui, il se répétait qu'il tuerait la personne qui lui avait fait ça. Il la tuerait de ses propres mains, peu importe la solution qu'il dut employer. Elles n'en revenèrent pas d'avoir trouvé du temps pour cette personne. Cette personne si pure, un prof avec qui elle était sortie. Elles n'en revenèrent pas d'avoir trouvé du temps pour une personne si pure, qui aurait pu se transformer d'un jour ou l'autre en une bête de foire qui torturait les personnes qui lui faisaient face. Les personnes qui lui faisaient face ou encore qui expliquaient des choses auxquelles il n'était pas d'accord. Si un seul désaccord ou un seul faux pas se faisait entre lui et elle, ils se formèrent quelque chose. Mais elles n'en revinrent pas d'avoir survécu non plus, car cette personne allait aujourd'hui mourir en prison, après l'avoir kidnappée, après l'avoir torturée, après l'avoir soumise, après lui avoir fait tant de mal, l'avoir frappée, l'avoir endormie, l'avoir empêché de sa liberté, de retrouver sa liberté, lui avoir empêché sa liberté, de retrouver sa liberté. Elle était tombée amoureuse, et elle tombait amoureuse de quelqu'un qui n'était pas lui-même. Elle tombait amoureuse, et elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas celui qu'elle pensait. Un homme, un psychopathe, une personne qui avait tout d'un meurtrier, un tueur à gages sans merci, un tueur à gages sans merci, qui n'avait ni alibi, qui n'avait ni même raison de tuer. Il n'avait aucune raison de tuer, ni même alibi, un tueur à gages sans merci, duquel elle était tombée amoureuse. Elle ne pensait pas pouvoir savoir qu'une âme si pure et innocente pouvait un jour se transformer en un monstre sur lequel elle s'y était épris d'affection. Si étant épris d'affection, ce monstre s'était transformé en la personne qui l'avait kidnappée. Plus tard, Aria était revenue chez elle, un soir au coin du feu, près de ses parents, près de son frère et près de son père. Elle leur lisait son livre, car Aria était devenue une auditrice à succès. Elle était devenue une auditrice à succès, qui faisait elle-même des livres, qui préparait elle-même des livres, en critiquait d'autres, en lisait d'autres. Et c'est alors qu'elle lut son livre, La survie d'un manoir recouvert d'un sang. La survie d'un manoir recouvert de sang était son premier livre, qui racontait l'endroit dans lequel elle avait été emprisonnée, la manière dont elle avait été torturée, cette personne dont elle était tombée amoureuse, ne pensant pas qu'elle était ce qu'elle était réellement, ou ce qu'il était réellement, cette personne dont elle était tombée amoureuse, qui l'avait tout bonnement frappée, endormie, qui s'était servi d'elle comme un jouet de satisfaction ou de pulsion autant sexuelle que malsaine. Elle s'était servie d'elle, et il s'était servi de lui. Il s'était servi de lui, elles déposèrent alors son roman, lut la dernière phrase du premier paragraphe, demandèrent l'avis à son frère. Son frère se tournèrent vers lui et lui dit « C'est tragique, mais bien représenté. » Sa mère lui dit « Aria. » Pas d'autre mot, Aria. Elle lui dit son nom, Aria, la prit dans ses bras, déposa son bouquin. Son livre était déposé par terre à côté d'un tas d'autres livres qui l'avaient inspiré. Mais près du feu, son frère qui était un peu plus loin, regardèrent alors son livre, lisèrent les remerciements et les paragraphes, là où elle expliquait comment elle avait été torturée. Et ils lisèrent qu'elle avait été battue, qu'elle avait été prise d'assaut de toutes les manières possibles, qu'on lui avait expliqué comment tuer une bête sauvage, que cette bête sauvage était une présentation briève d'elle-même. Ils lisèrent tout ça, pendant qu'elle était dans les bras de sa mère et de son père. Ils lisèrent tout ça, et plus tard ce fut Mike qui disparut pendant la nuit. Pour une raison valable, personne ne s'en était préoccupé, car Mike disparaissait assez souvent.
Ses entraînements le soir étaient souvent imprévus. Ses parents n'avaient nullement l'impression de vouloir le rechercher, se doutant qu'il était parti pour un entraînement de lacrosse très tard le soir ou chez un copain. Ils étaient partis et ils rejoignirent alors Ezra, qui s'était enfermé dans un château loin de là, ce qu'on pouvait appeler plutôt une grande demeure qu'il avait héritée de sa mère, un château comme il l'appelait, dans lequel il s'était refermé. Il s'était renfermé sur lui-même, il y avait recruté du monde pour pouvoir se protéger. Mais cela n'allait pas arrêter Mike, qui n'avait qu'une seule attention par rapport à ce qu'on a fait à sa sœur, ce qu'on a fait à ses parents. Car si l'on en fait de mal à sa sœur, on en fait de mal à lui, à ses parents. On brise des âmes. Et ce n'est pas une seule âme que cette personne a brisée. Ce n'est pas une seule âme que cette personne a choquée. C'est celle de sa mère, de son père, de ses amis, de Arya, de Spencer, de Anna, de Emily, de toutes les autres. Allison, on ne savait pas réellement si elle était vivante ou morte, mais ses 4 copines, Arya, Anna, Spencer et Emily, avaient toutes les 3 une âme brisée. Ils parlèrent de la satisfaction, qu'il ne fallait jamais rompre une relation ou encore trahir quelqu'un. Mais qu'est-ce que lui a fait? Quelque chose de bien pire. C'est alors que Mike s'enfonçait dans un torrent de vérité, d'ardeur, d'assiduité, dans lequel il était prêt à tout pour pouvoir tuer cette personne. Assidu à tuer cette personne, à arriver à l'heure précise à laquelle il avait prédit de le tuer, car il avait fait un rêve prémonitoire dans lequel il imaginait concrètement comment le tuer, à l'heure à laquelle il arrivait, à l'endroit à laquelle il arrivait. Ponctuel et assidu, il était arrivé à ses fins. Il rentrait alors dans ce manoir, où 2 gardes avaient essayé de l'empêcher de rentrer. Essayant de l'empêcher de rentrer, les 2 gardes lui disent alors « Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer, c'est une propriété privée. » Mike, qui n'en avait absolument rien à faire, prit alors à l'arme de ce garde qui lui empêchait de rentrer et lui dit lui-même « Je sais très bien ce que t'as fait à ma sœur, je sais très bien qui se cache derrière ces murs, et si je le veux, je peux te retourner cette arme contre toi. » C'est alors que le gardien lui retournèrent l'arme vers lui. Mike embrancha la poignée de l'arme, retournèrent son bras contre l'avant-bras de celui qui pointait l'arme, lui passa le bras derrière le dos, prit l'arme, ils lâchèrent l'arme et la pointèrent vers le garde. Il lui dit « Je t'avais dit que je pouvais la retirer. Alors maintenant tu me laisses passer ou je tire une balle dans ton copain. » C'est alors que simplement pour lui laisser passer, le garde avec conviction qu'il n'avait nullement l'intention de le laisser passer, et ils tirèrent une balle à côté, une balle de l'autre côté, et une balle dans la rivière, une balle vers le haut pour prévenir qu'il était là. Et il lui dit « M'oblige pas à en tirer une 5e, c'est la dernière qui reste, et tu sais très bien où je vais la viser. » Ils le laissèrent passer avec la dernière balle qui lui restèrent. Il explosait la poignée de l'intérieur. Ils explosèrent la poignée de l'intérieur en tirant une balle avec la dernière qui lui restait. Ils explosèrent la porte, frappèrent avec son pied, la porte tombèrent devant lui. Et c'est alors qu'ils regardèrent la porte, tenant l'arme à pleine main, serrant le poing de l'autre côté. Ils regardèrent la porte qui était en train de tomber, qui était tombée par terre, la poussière qui s'élevait vers le haut et qui retombait vers le bas. Et il dit alors « Pour un manoir, c'est pas solide. » Ils rentrèrent et passèrent au-dessus de la porte. Cela faisait un bruit qui grinçait, strident aux oreilles. Ils arrivèrent devant, et ils le regardèrent, et regardèrent Ezra, assis à un bureau, de dos
à Mike, en train d'écrire sur une calculatrice le roman qu'il avait prévu d'écrire. Il n'était pas seulement en train d'écrire le roman qu'il avait prévu d'écrire, mais ils recopièrent tout ce que Arya avait écrit. Afin de plagier son histoire et de dire sa propre vérité par rapport aux faits, Mike arrivèrent, mit alors son arme de pointe, longue distance, sur la nuque d'Ezra et lui dit « Ça, comme ce que t'as aidé à kidnapper ma sœur, comme ce que t'as aidé à kidnapper ma sœur, ça c'est une arme longue distance. Alors je vais te dire une chose, avec une arme longue distance comme celle-ci, qui est exactement la même que celle que t'avais, ça te transpercera ça se transpercera la gorge. C'est longue distance, et ça te transpercera la gorge. » C'est alors qu'ils tirèrent un coup, mais on n'entendit que le bruit du chargeur. Ezra se retournèrent. Mike lâchèrent l'arme, leva les mains en l'air et lui dit « C'est bon, je me rends, j'étais juste là pour te menacer. » Ezra lui dit « T'as plutôt intérêt à partir ou sinon mes gardes vont te laisser pour mort. » Mike desserre les mains et s'accroupit alors par terre. Il lui dit « C'est bon, je m'en vais. J'étais juste là pour te dire que ce que t'as fait c'est vraiment malsain. » Seulement, lorsque Mike partit, marchant sur la porte qui s'était effondrée, qu'il avait lui-même enfoncée, ils marchèrent sur la porte. Au moment de sortir et d'arriver dehors, ils se retournèrent une nouvelle fois, les mains en l'air, tenant la gâchette avec le cran de sécurité, le doigt dans la gâchette, le poignet contre l'arme. Ils se retournèrent et il fit « Tu croyais vraiment que j'allais m'en aller ?» Et c'est alors qu'Ezra lui dit en se retournant, en déposant ce qu'il avait déjà écrit « T'as plus d'armes, t'as plus de munitions, comment tu pourrais me tuer ?» À ce moment-là, à ce moment précis, Mike prit alors quelque chose dans sa poche et fit « Et ça, tu vois, c'est la toute dernière balle du même exemplaire que ce fusil. Et je l'ai réservé pour quelqu'un qui s'en est pris à ma sœur. Toi. » C'est alors qu'ils arrivèrent devant lui, lui disant « Soit tu me rends son manuscrit, soit tu me fais tes plates excuses et tu vas te rendre toi-même à la police, soit cette balle, je la charge et elle finit là où tu sais. » Plus tard, Ezra essaya de combattre. Il prit alors son bras, le maintenut vers l'arrière. Il fut alors maintenu par Mike, qui maintenait son bras vers l'arrière, lui disant que s'il essayait de se combattre, il finirait lui-même aussi traumatisé et perturbé que sa sœur. Il essayait alors de combattre, de passer à l'attaque. Mike prit son bras par l'arrière. Ils le penchèrent alors vers le bas, ce qui tordit sa clavicule et son avant-bras. Il prit alors l'arme et il fait « Lâche cette arme ». Ils lâchèrent l'arme qui tombèrent par terre. Et ils regardèrent alors Ezra et il fait « Ah bah toi non plus t'avais pas d'arme en fait. Elle n'est pas chargée. » Et il fit alors « Bon, merci pour le manuscrit, mais tu m'es quand même insupportable. » Ils tirèrent alors une balle entre les deux yeux et partirent. Son corps avait été laissé pour mort. Seulement Mike a eu la politesse d'appeler la police et de lui dire « Légitime défense, je viens de tuer Ezra. Il est par terre, il a voulu s'en prendre à moi. » La police arrivèrent peu plus tard. Mit une couverture de sécurité à Mike
qui fut emporté par la police qui déposèrent Mike juste devant chez lui après avoir pris les dépositions. Ils prirent le corps et la voiture mortuaire qui emportèrent le corps à la morgue. Le corps avait été emporté à la morgue comme étant sous identité criminelle. Il avait été emporté à la morgue. Ce soir-là, Mike était rentré, couvert de terre, de poussière, sa veste grise, couverte de poussière et de gravats de pierre, ainsi que de gravats de bois. Il sentait la pourriture et l'humidité. Il était rentré, il s'était assis à côté de sa sœur, et lui dit, en prenant son roman, « Ce que t'as écrit, c'est génial, mais il manque une fin. Dis que tu l'as tué. » C'est alors que Arya regardèrent Mike, qui cachèrent le fusil derrière lui, sous la couverture, en dessous d'un coussin, tout en regardant Arya, qui elle-même prit Mike dans ses bras, qui lui-même prit Arya dans ses bras, et lui dit alors merci. Arya lui fit un câlin. Ils se serrèrent un moment, et c'est alors qu'elle partit à sa calculatrice. À sa calculatrice, elle calcula le nombre de pages qu'il lui fallait. Elles regroupèrent alors les idées sur feuille, sur papier, allumèrent son PC, et toute la nuit, elles écrivèrent le nombre de feuilles qu'elle avait calculées, dont elle avait besoin pour écrire la suite, comment elle l'avait tué, comment elle avait imaginé sa mort, comment elle pourrait sortir de là. Le lendemain, son livre fut publié en tant que best-seller. En tant que best-seller et nouveau livre à succès. Elle fut récompensée. Mike fut récompensé. Dans la famille, Mike fut récompensé en tant que meilleur petit frère. Et Arya, elle, fut récompensée en tant que meilleure survivante. Les parents, eux, étaient sous le choc, mais pour autant très contents d'avoir retrouvé leur fille. L'horreur était terminée. Ce qu'elle avait vécu avait disparu. S'était estompé avec le temps. Anna Emily Spencer, ainsi que toutes les autres filles, s'étaient retrouvées. Anna Emily Spencer était enfin retrouvée. Elle s'était enfin retrouvée, mais Anna Emily Spencer était enfin maintenant Anna Emily Spencer et Arya. Elles étaient de nouveau toutes les quatre, travaillèrent de nouveau dans le même lycée, et tous les matins, comme à leurs habitudes, elles arrivèrent, avec leur mère, avec leurs parents, en voiture ou alors en car. Cela dépendait d'elles-mêmes, parfois à pied. Elles arrivèrent à Rosewood et comme tous les matins, A avait disparu. A était évidemment Ezra qui fut emporté par la police, emmené à perpétuité dans une cellule grise qui sentait le pourri, la nicotine et la poussière. Ils restèrent le restant de ce jour dans cette cellule qui sentait la nicotine, la poussière et l'humidité, ainsi que la pourriture. Ils restèrent sur ce banc gris, assis, avec un exemplaire du livre d'Arya, qu'ils regardèrent de par terre. Seulement cet exemplaire-là qu'il avait copié entièrement n'avait pas de fin concrète, où on expliquait qu'il était réellement parti des propres mains d'Arya. Celui-là n'avait pas d'exemplaire, mais celui d'Arya en avait bel et bien une. Une qui fit de cet exemplaire-là l'un des plus grands best-sellers au monde. Arya était l'une des plus grandes écrivaines. Et pour ce qui était de Ezra, il fut l'un des plus grands détenus au monde. L'un des dangers publics, l'un des meurtriers les plus recherchés. Il avait été emprisonné, mis sous traitement lourd, dans un asile psychiatrique, dans lequel il y avait une chambre où l'on ne pouvait éviter de se faire mal. Une chambre qu'on utilisait pour les patients sous traitement lourd et sous automutilation. Une chambre recouverte de coussins sur les murs et sur les parois ainsi que sur le sol pour éviter de se faire mal.
Cependant, ce soir-là, tout le monde avait réussi à trouver la rédemption, un moyen de se pardonner et de se retrouver. Le frère d'Arya avait de nouveau ses parents et Arya de même. Pendant tout ce temps, lorsque l'horreur faisait rage, aujourd'hui Arya était face à sa bibliothèque, lisant des livres et des romans d'écrivains célèbres auxquels il s'inspirait pour faire ses best-sellers. S'inspirant de plusieurs livres tels que des écrivains célèbres qui vivaient aujourd'hui à New York et dans les grandes villes, elle s'était inscrite à plusieurs conventions pour pouvoir montrer et exploiter ses écrits à travers tous les jeunes qui voulaient devenir des écrivains. Ayant exploité ses écrits dans des conventions, à travers des concours et beaucoup d'autres choses, à travers sa famille, ses copines et ses amis, son livre avait été montré à de millions d'exemplaires à travers les pays. Les pays, à travers les villes, à travers les villages, à travers les continents. Dans le monde entier, son best-seller avait été publié. Un best-seller de 114 pages sur lequel elle expliquait l'entièreté de ce qu'elle avait vécu. Ce best-seller de 114 pages qu'elle avait vécu. Le manoir au sang rouge, ce titre qui était plus que prenant. Lorsque l'horreur faisait rage, aujourd'hui occupée de lire son propre livre, de le recorriger, de revoir ce qu'elle pouvait en faire une suite, expliquer ce qui s'était passé ensuite et après. Elle expliquait alors à sa famille, devant Mike, devant Ella, devant son père, devant ses copines qu'elle avait invitées. Autour de la table, elles leur expliquèrent « Il est possible que je fasse une suite, et cette suite parlerait de vous. » C'est alors qu'Anna répondit « Par parler de nous, tu veux parler de qui on est ?» C'est alors que Spencer fit « Pfff, Anna, s'il te plaît !» Arya continuèrent et fait en regardant Anna et Spencer. Arya continuèrent d'un coin de l'œil, avec un sourire en coin, par rapport à la remarque de Anna et la réaction de Spencer. Elle fit « J'ai remarqué que mon livre aborde plus le sujet de l'endroit dans lequel j'étais, et le sujet de qui j'étais, et de comment j'ai survécu, et aussi de la fin que m'a proposé Théo, par rapport à ce qui s'est passé, et d'y mettre un terme, en faisant passer le service que m'a rendu mon frère pour faire en sorte que ce soit moi qui l'ai fait. Merci Mike. » C'est alors qu'elle répondit « Cette fin, je la trouve géniale. Encore une fois, merci Mike. » Mike qui souriait sur le fauteuil, assis dans le coin sur le fauteuil. Mike qui était en train de sourire, de regarder sa sœur faire les 100 pas, son livre en main, son best-seller en main, regardant sa sœur qui faisait les 100 pas et qui expliquait qu'il était peut-être probable qu'il fasse une suite. Il souriait et il la regardait. Arya qui disait « Cette fin, je l'aime bien. C'est une bonne idée. Mais le livre en soi parle trop de moi. Ce que j'imagine, c'est une suite qui parlerait de votre intérêt dans l'histoire. » C'est alors qu'elle dit, par exemple, je pourrais commencer par une suite qui parlerait de votre intérêt dans l'histoire. Mais concrètement, par rapport à tout ce qui s'est passé, je crois que cette suite se basera sur vous et uniquement sur vous. En déposant son livre sur le côté de la table, elle mit ses mains à plat et regardèrent alors Anna, Arya, dans sa propre réflexion qu'elles regardèrent. Elles regardèrent alors Arya elle-même dans le fond du couloir. Elles se regardèrent, telle l'écrivaine qu'elle était devenue. Elles regardèrent Arya, sa propre réflexion. Dans les miroirs tout au fond, elles regardèrent, ayant l'impression que c'était plus facile de parler si elles se fixaient elles-mêmes.
l'écrivaine qu'elle était devenue aujourd'hui, non pas la victime qu'elle était avant, se disant que c'était plus facile de fixer sa propre réflexion, la Aria écrivaine, celle qui a créé et inventé un best-seller qui aura probablement une suite, se regardant dans le miroir, elle parlait aux autres sans même les regarder. Et dit alors, les mains à plat, en regardant Emily, Spencer, ainsi que Anna, sa mère, Ella, et puis son frère, Mike, ainsi que son père qui était en train d'arriver dans le fond du couloir. Elles regardèrent alors tout le monde autour de la table, son père qui venait de s'asseoir et qui avait déposé à manger. C'était le soir, la cheminée était allumée, les lampes estompées et le lustre juste au-dessus d'eux était allumé et éclairait la pièce, à pleine lumière. Elles regardèrent alors tout le monde et elle dit « J'ai parlé de l'importance que mon frère a eue dans cette histoire, la manière dont il s'est investi pour me sauver. J'ai parlé de la manière dont toi, maman, est là, dont toi, papa, comment tu t'es investi et comment tu as réussi à tenir le choc, dont toi, maman, comment tu t'es investi pour tenir le coup avec Mike, seul, sans moi. Je vais parler de toi, Emily, de la manière dont tu t'es investi pour trouver une manière de me retrouver, de toi, Anna, comment tu as réagi, la manière dont tu caches tes émotions derrière l'humour pour pouvoir faire face, de toi, Spencer, et ton esprit compétitif, de ta mère qui a fait son procès et mon procès, qui a été à la cour pénale pour me défendre, de toi et de ta mère, Emily, qui en tant que policière a retrouvé la personne qui m'a fait ça, ce qui n'était pas si compliqué que ça. J'ai parlé de nous toutes. Et ce best-seller va parler d'un peu votre importance dans l'histoire, car celui-ci parle effectivement entièrement de moi. Cependant, je décrète ouvertement, par rapport à vous tous, qui sont déjà mes premiers spectateurs par rapport à cette histoire, je décrète que je vais ouvertement me supprimer de l'histoire. Tout tournera autour de vous. Ce sera un peu le livre sous forme de récompense que je vous dédicacerai. Je vous dédicacerai ce livre sous forme de récompense. Lorsque Spencer, Anna et Emily sont partis chez elle, affirmant à leurs parents que Aria allait sortir un deuxième best-seller probablement, parlant de leur mère, parlant d'eux-mêmes, de la manière dont elles ont réagi et dont elles se sont investies par rapport à sa disparition. Plus tard, dans leur chambre, Anna reçut un message. « J'ai ton livre, j'ai ton GSM, j'ai tes contacts, j'ai ta vie. » Signé A. Émilie reçut un message. « J'ai son livre, j'ai sa vie, j'ai ses écrits, et je le regarde. » C'est alors que Spencer, elle-même, ainsi que les trois autres filles, reçurent le même message. Elles reçurent tous les trois le même message. Émotionnel, bâclé. Ce message voulait dire ce que ça voulait dire. Émotionnel, mais bâclé. Ezra, qui était en prison, dans la pourriture, dans l'obscurité, sous un nuage de nicotine, dans l'humidité et dans le froid, assis sur cette table qu'il y avait dans sa prison, qui lui servait de lit, cette table basse sur laquelle il était assis, voulait nécessairement dire que tous ces messages qu'ils avaient reçus, signés A, étaient en fait le recommencement de quelque chose. C'était le recommencement d'un nouveau tour, d'un nouveau best-seller, d'un nouveau chapitre. Cela voulait dire que, émotionnel mais bâclé, il s'apprêtait à recommencer, tout en disant que sa version des faits était la bonne, et
que celle d'Aria était bâclée et nullement plausible par rapport à ce qui s'est passé. Il était prêt à tout réécrire du début à la fin. Il était prêt à tout réécrire du début à la fin, même si cela devait lui prendre des pages en plus. Même si cela devait lui prendre des mots à modifier, des paragraphes à modifier et des chapitres à rajouter. Il était prêt à tout pour pouvoir mettre Aria et ses copines derrière les barreaux. Mais ce qu'il voulait de plus, c'était que Mike prenne sa place derrière les barreaux. Car il est venu armé. C'est alors que Aria, qui était chez elle, qui rêvait encore de ses cauchemars, de ces terreurs nocturnes qu'elle faisait la nuit, où elle se voyait torturée par cet assassin qui n'avait pas de visage, car elle avait effacé le visage de son assassin. Elle se voyait torturée et elle faisait encore des terreurs nocturnes, où parfois pendant la nuit elle appelait même Emily, Anna et Spencer pour venir chez elle. Cela dépendait des jours. Et un soir, elle reçut un message de A, où elle fut appelée après par un numéro inconnu. Elle fut appelée par un numéro inconnu après. Elle reçut un message où il était écrit « Garde un œil sur ton frère, A ». Ensuite, elle reçut un message dans lequel elle entendit une légère respiration et la même phrase, un petit peu modifiée, mais la même phrase. Ton frère est en danger, garde un œil sur lui. C'est alors qu'elle appela Emily, Spencer et Anna, qui lui ont dit toutes les trois, on a reçu le même message, et on a aussi reçu, il a son livre et ton téléphone. C'est alors qu'elles appelèrent Caleb, qui était venu le soir très tard, piratant le système de son GSM. Caleb fit alors une blague, une farce, pour détendre l'atmosphère, tout en tapant sur son clavier, en ouvrant des dossiers et des systèmes sur lesquels il pouvait pirater les GSM, les téléphones fixes, les lignes fixes, ainsi que les PC et les portables. Il ouvrit des logiciels, il ouvrit plein de logiciels. Il écrire des paragraphes de mots codés sur son PC et ils piratèrent afin d'entrer dans le GSM d'Aria. Ils piratèrent le GSM d'Aria et entrèrent à l'intérieur. Tout en tapant ces codes et ces mots codés, en ouvrant les logiciels, il dit à Anna, à Spencer, à Aria et il leur dit alors à Spencer, Aria, Anna et Emily, il leur dire, c'est peut-être pas une bonne idée de vous dire qu'il avait son GSM. C'est alors qu'Anna, sur le côté, regardant par la fenêtre, s'il n'y avait personne, ne voyant que le vent et les arbres et la lune, qui éclairaient un quart de la maison d'Aria, elles regardèrent par la fenêtre, s'il n'y avait personne, mais elles ne vurent que ça. Avec un sourire en coin, elles se retournèrent avec Caleb qui venait de dire c'était peut-être pas une bonne idée de lui dire qu'il avait son GSM. Ils entrèrent dans le GSM et c'est alors qu'ils piratèrent l'intérieur des logiciels de la police tout en envoyant un message que les filles avaient écrit elles-mêmes. Regardez bien votre prisonnier, regardez bien votre détenu, il cache quelque chose. Plus tard, le soir, les filles remercièrent alors Caleb d'avoir parvenu à libérer Aria et ses copines, Emily, Spencer et Anna, de l'emprise de cet animal, comme ils l'appelèrent. Cet animal qui avait profité d'Aria avait été maintenant fouillé en prison, sous laquelle, sous une dalle de béton, ils retrouvèrent le livre d'Aria, les mêmes mémoires, le même grimoire, le même livre, les mêmes écrits, plagiés sous une forme différente, et son GSM. Ils lui enlevèrent ça et remit la dalle de béton par-dessus et mit une couche de ciment. Il avait été enchaîné à un lit, par les jambes et par les bras pour ne plus bouger. Tout était fini.
Le soir, au coin du feu, Arya près de son frère n'avait qu'une idée en tête, se dire pertinemment et se répéter que tout était fini. Pendant ce temps-là, Anna, Emily, Spencer et les autres n'étaient plus en danger. A avait disparu et était sous les verrous, sous les barreaux, dans un hôpital psychiatrique. Plus personne n'était en danger, ni même Arya, ni même Mike, ni même Anna, ni même Emily. Encore moins Spencer.